ma mère, qui m'a élevé dans la difficulté financière de Drancy à Saint-Denis, qui ne possédait pour seul patrimoine que la dignité d'une femme de devoir et le courage des gens qui se lèvent tôt pour un salaire de misère. Qui vote pour l'extrême droite aujourd'hui ? Oui, je suis la candidate du peuple. Un électeur RN, il va se trouver plutôt dans un bureau de vote au niveau de vie moyen, ce qu'on pourrait associer à une vaste classe moyenne. Ils étaient 8 députés en 2017, puis 88 en 2022. En 2024, ils sont 126. On voit que le RN progresse dans les bureaux de vote les plus aisés. Ça suffit d'insulter les patrons, de les taxer, de les faire payer, de les détester quand ils réussissent. Sophie de Menton, souvent présentée comme le trait d'union entre le Rassemblement national et les patrons. Les médias annonçaient une victoire de l'extrême droite aux législatives en 2024 et elle n'a pas eu lieu. Sur la place Stalingrad à Paris, ces sympathisants de la France insoumise exultent. Le nouveau Front populaire, alliance de gauche créée il y a 3 semaines à peine, arrive en tête du second tour des législatives à la surprise générale. Quand les électeurs de ces bureaux de vote au niveau de vie le plus faible vont dans les urnes et mettent un bulletin au nom d'un parti, c'était d'abord pour le NFP. Youssef Souidi, je suis docteur en économie et je travaille de manière plus générale sur des statistiques pour éclairer différemment les phénomènes sociaux. Et Thomas Van der Scher, je suis diplômé en sciences sociales et en histoire et je suis éditeur. Une des enquêtes post-électorales au lendemain des élections législatives 2024 montrait que le RN était en tête dans toutes les catégories de revenus et donc on s'est penché sur des données qui sont publiques, c'est-à-dire les données du ministère de l'Intérieur qui donnent les résultats par bureau de vote, et des données de l'INSEE qui dit pour chaque bureau de vote quels sont les quartiers associés et quel est le niveau de vie de ces quartiers. Et on regarde comment les Français ont voté aux différentes élections de 2017 à 2024 en fonction du niveau de vie. Qui vote pour l'extrême droite aujourd'hui ? Les votes se concentrent surtout dans les bureaux de vote intermédiaires, c'est-à-dire ce qu'on pourrait associer à une vaste classe moyenne. Nous, on parle de moyennisation du vote RN. Quand on voit la forme que prend le vote RN, c'est une toupie. C'est une image qu'avait utilisée Henri Mandras, le sociologue. Et après, il y a aussi tout ce qui va être critères géographiques. Et là, on montre à travers des cartes qu'on a un vote RN qui est plus périurbain que urbain, mais ce clivage n'est pas aussi fort qu'on l'entend dans certains discours. Et surtout, il est doublé aussi d'un clivage géographique avec un vote RN qui se concentre aussi sur la France du Nord et le pourtour méditerranéen. Alors, cette forme en toupie du vote RN, encore une fois, avec un vote RN qui est le plus faible dans les bureaux de vote au niveau le plus faible et dans les bureaux de vote au niveau le plus élevé, ça rappelle certaines explications du vote RN, et notamment on revient sur l'explication producériste qui est mise en avant notamment par Michel Fer dans un ouvrage. L'idée, c'est que les électeurs RN se voient lésés par 2 types de parasites, entre guillemets. Les parasites du bas, ce seraient les assistés, toujours entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui profiteraient des allocations sociales, donc les plus pauvres. Et puis les parasites du haut, ce seraient plutôt les élites financières, politiques, qui profiteraient du fruit du travail des Français de classe moyenne. Ça rejoint un petit peu ce Nicolas qui paye, qui était très populaire au mois de septembre-octobre. Et on se base également sur certaines enquêtes, notamment menées par Nona Mayer, qui montrent effectivement que c'est l'un des partis où les préjugés, notamment antisémites, racistes, restent les plus élevés. Et donc nous, la manière dont on a essayé d'approcher cette question à l'aide de notre méthode, c'est de regarder où est-ce que le vote RN était le plus fort en fonction de la proportion d'immigrés nés hors des frontières de l'Union européenne. Et ce qu'on observe, c'est que le vote RN est le plus élevé là où il n'y a pas d'immigrés. Au contraire, il est le plus faible là où il y a beaucoup d'immigrés. Et c'est vraiment très frappant, puisque vous avez à peu près la moitié des électeurs RN aujourd'hui qui votent dans des bureaux de vote où il y a assez peu d'immigrés en réalité. C'est pas la proximité immédiate qui peut expliquer le vote d'extrême droite, mais c'est aussi une proximité
réel ou ressenti entre son domicile et son travail, par exemple. Et c'est aussi un climat, une ambiance. Je pense que l'immigration musulmane tue l'Europe. Mais je pense que je ne suis pas le seul à le penser désormais. Je pense que l'immigration musulmane est en train de remplacer le peuplement d'origine européen et chrétien. On cite aussi le nombre d'occurrences qu'on peut trouver dans les médias des termes qui sont liés notamment à cette submersion migratoire, comme l'a employé l'ancien Premier ministre François Bayrou. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. Pour également regarder le contexte médiatique, on mobilise à certains moments des données, notamment de l'INA, qui permettent d'aller voir sur leur site le nombre d'occurrences de tel ou tel terme, tel ou tel nom. Et ce qu'on voit, c'est que par exemple, lors du second semestre 2024, les noms du couple à la tête de Reconquête, Éric Zemmour et Sarah Knafo, sont cités en moyenne 150 fois par mois, en majorité sur la chaîne CNews, alors même que sur cette période-là, le parti Reconquête n'a pour seule députée européenne Sarah Knafo et n'a pas d'autres élus. Et donc, on voit bien comment il y a un certain discours médiatique aussi qui peut conditionner l'atmosphère dans laquelle on évolue. On voit que le RN progresse dans tous les types de bureaux de vote. Effectivement, il y avait 8 députés en 2017, il y en avait 89 en 2022, il y en a 142 en 2024, donc on voit une progression, mais il progresse d'autant plus dans ces bureaux de vote moyens et également, et ça c'est un résultat qui nous a surpris, aux européennes, il progresse dans les bureaux de vote les plus aisés. Ça a été un peu une surprise parce qu'on a un discours qui est de dire que parce que Éric Ciotti a rejoint le RN pour les législatives, le RN a pu s'implanter dans des classes moyennes supérieures, voire classes supérieures. Aux européennes, il y avait une liste LR, il y avait aussi une liste Reconquête d'ailleurs, et le RN a quand même progressé dans les bureaux de vote les plus aisés. Donc c'est aussi une dynamique qu'on constate indépendamment des alliances entre formations. On voit comment une partie des classes moyennes supérieures pourrait être de plus en plus tentée par le vote RN. Et ça, une explication possible, on n'a pas de moyen de le vérifier, mais une hypothèse qu'on peut émettre, c'est que en 2022, Éric Zemmour se présente, et c'est un nouveau candidat d'extrême droite qui, lui, pour le coup, a un vote très très croissant en fonction du niveau de vie. C'est-à-dire qu'il fait ses meilleurs scores très largement dans les bureaux de vote au niveau de vie le plus élevé. Et donc, Éric Zemmour a pu jouer le rôle de facilitateur en permettant à certains électeurs anciens LR, par exemple, de voter pour l'extrême droite de manière plus facilement, d'abord pour Éric Zemmour et peut-être aujourd'hui plutôt pour Marine Le Pen et Jordan Bardella. Ce qui peut expliquer le fait qu'une partie de classe populaire vote aujourd'hui pour le RN, ça pourrait être des anciens électeurs de droite qui se tournent vers l'extrême droite, puisque la gauche n'a jamais été hégémonique parmi les classes populaires. Vous avez toujours eu des classes populaires qui votaient à droite, et aujourd'hui, vous n'en avez quasiment plus. On n'a pas cité ce chiffre tout à l'heure, mais la droite traditionnelle, les Républicains et divers droites, aux élections législatives de 2024, ils font un score extrêmement réduits, sont quasiment inexistants dans les bureaux de vote au niveau de vie le plus faible, avec 3% des inscrits, et ils atteignent 11% dans les bureaux de vote au niveau de vie les plus élevés. Donc on voit cet écart très faible entre bureaux de vote au niveau de vie le plus faible et niveau de vie le plus élevé. Ils n'ont plus de classe populaire, et ces classes populaires-là, elles ont pu aller vers le Rassemblement national. La question de la France des bourgs et de la France des tours, elle prend une importance assez particulière dans le débat public. C'est notamment ce qui a pour partie opposé au sein de la France insoumise François Ruffin à Jean-Luc Mélenchon. À nous de transformer la colère en espérance. À nous de réunir la France des bourgs et la France des tours. À nous de parler à la France tout entière. Nous, on essaye de renseigner un petit peu ce débat avec nos données. Et notamment, ce que permet notre approche, c'est de vraiment zoomer sur l'ensemble des quartiers populaires de l'Hexagone et de regarder quelles sont leurs préférences politiques. Si on regarde en moyenne, il est vrai que dans ce qu'on pourrait appeler des bourgs, dans les couronnes périurbaines, dans les villes de petite taille, dans la ruralité, le RN fait de bien meilleurs scores que la gauche. Et inversement, dans les quartiers populaires, la gauche fait de meilleurs scores que le RN.
Cela dit, on essayait d'apporter quelques nuances. La première nuance, c'est qu'il y a une sorte de clivage territorial. Si vous allez dans des couronnes périurbaines de l'ouest de la France, vous avez un vote RN qui est moins fort que dans des grandes villes du sud-est ou du nord. Donc déjà, l'ouest de la France, par exemple, ce clivage, il est beaucoup moins prononcé. Ensuite, ce qu'on essaye également de montrer, c'est que c'est plutôt comment vivent les électeurs qui expliquent ces différences plutôt que où ils vivent. Ce qu'on fait, c'est qu'on va comparer des bureaux de vote qui se situent dans des cœurs d'agglomération et des bureaux de vote qui se situent en couronne périurbaine, en ruralité, à l'aide d'une méthode statistique qui s'appelle la régression linéaire, et on regarde si les bureaux de vote de communes-centres et de couronne périurbaine ont les mêmes caractéristiques sociales. Est-ce qu'ils votent pareil? Et on voit que le fossé, l'écart de vote pour le RN entre les communes-centres et les couronnes périurbaines, qui est très important en moyenne, se réduit fortement lorsqu'on raisonne à caractéristiques sociales et d'éloignement des équipements de la vie courante égales. Pour le dire autrement, commune-centre et couronne périurbaine, c'est également, ou bourg et tour, c'est également des conditions de vie radicalement différentes, des caractéristiques sociodémographiques extrêmement différentes et un éloignement aux équipements de la vie courante extrêmement différentes. Et nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il vaut mieux se concentrer sur comment vivent les électeurs plutôt que où ils vivent. Si on regarde les bureaux de vote au niveau de vie les plus faibles, on a d'abord l'abstention qui est très largement majoritaire, même si aux élections législatives de 2024, on avait en moyenne un tiers d'abstention. Dans les bureaux de vote les plus pauvres, les 5% de bureaux de vote les plus pauvres, on est à près de 50% d'abstention. Et quand les électeurs de ces bureaux de vote au niveau de vie le plus faible vont dans les urnes et mettent un bulletin au nom d'un parti, c'était d'abord pour le NFP qu'ils se prononçaient, et ensuite seulement pour le Rassemblement national. Les médias annonçaient une victoire de l'extrême droite aux législatives en 2024 et elle n'a pas eu lieu. Et nous, on a voulu aller voir pourquoi elle n'a pas eu lieu et comment s'est manifesté ce vote. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est que y a un climat, il y a des médias qui visiblement suivent un agenda politique, mais qui atteignent pas tous les électeurs. Et la mobilisation peut ne pas être prévue par ces médias. Donc, finalement, ce que vient rappeler notre livre, c'est que l'élection a ses propres enjeux et qu'une mobilisation citoyenne peut changer le résultat qui était annoncé jusqu'au dernier moment.